Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Alexandre Brasseur. Bonjour Alexandre, Bonjour. merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Évidemment, on vous connaît, on connaît le comédien du lundi au vendredi sur TF1, Demain nous appartient. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'acteur, c'est le comédien que je reçois. C'est aussi l'auteur, d'une certaine manière, même si le livre, ça vous fait sourire, a été coécrit avec Mathieu Souquier. Ça s'appelle Additionne. C'est paru chez Plomb. C'est un livre très émouvant, très personnel, très intime, très pudique aussi, sur votre vie, sur cette vie incroyable que vous avez eue, cette famille incroyable que vous avez surtout. Claude Brasseur, Pierre Brasseur, Odette Joyeux, et puis une famille aussi peut-être moins connue, mais qui a beaucoup compté pour vous. Gilles vous disait hors antenne, c'est un livre très important pour vous. Pourquoi vous avez eu envie de raconter ça aujourd'hui? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une demande de la part de Plomb. D'accord. Je ne pensais pas... Non, mais c'est intéressant je ne me de sentais raconter, pas légitime. Enfin, légitime, je me suis dit... Bon, pourquoi est-ce que je devrais écrire un livre? Donc je me suis un petit peu laissé faire, je vous avoue, face à cette proposition. On m'a présenté Mathieu Souquier, ça a très bien marché entre nous assez rapidement. Et puis au fur et à mesure des entretiens, on s'est assez vite posé la question du titre, qui est quand même le fil directeur de tout notre récit. Puisque ce récit parle de l'addition des vies, de la sédimentation, de ce que ça peut effectuer en vous. Comment ça se construit, puisqu'en fait on est nous-mêmes aussi par l'addition des autres. Et en l'occurrence là, moi, par l'addition de ceux qui m'ont précédé. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que je me suis retourné face au travail et je me suis dit, mais j'ai vraiment énormément de chance. J'ai vraiment énormément de chance d'avoir pu vivre toutes ces vies, d'avoir touché de près, parfois de loin, mais souvent de près, tout ce que j'ai eu la chance de pouvoir toucher par cet héritage spirituel et familial. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, le livre a tout son sens. Ouais. Et j'étais ravi. Là, en fait... Mon rôle de passeur est arrivé. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, je vais à mon tour transmettre ce qu'il m'a été transmis silencieusement, mais souvent généreusement. Pendant mais vous n'en aviez pas conscience avant? Je le portais en moi. C'est un peu comme une psychanalyse, je mets des guillemets, parce que c'est pas... Mais c'est une façon de revenir sur cette incroyable vie, sur cette incroyable famille. C'est pas tout à fait une psychanalyse. Non, une psychanalyse non, j'ai pas employé le bon mot. C'est pas psychanalyse, mais c'est ce livre a été l'occasion pour vous de réaliser, en fait, cette chance que vous avez eue. Tout à fait. C'est vrai que ça me permet de le réaliser. Ça me permet... Alors, je pense que le fait de coucher les choses, les souvenirs sur le papier, et ensuite de les trier aussi, ça permet de prendre bien conscience de ce qu'il en est. En fait, c'est vrai que tout ça, tout ce que je raconte, et j'en raconte beaucoup, ça ne me frappait pas. Mais en fait, voilà, je vous dis, en l'écrivant, à un moment donné, je me suis dit, mais quelle chance j'ai, quoi. Mais justement, quand on est chez les Brasseurs, est-ce que à votre naissance, est-ce que votre destin n'était pas déjà joué? Est-ce que finalement vous avez eu le contrôle de ce que vous pouviez faire en dehors d'être comédien? Vous auriez pas c'est le cas de ses enfants. Oui, mes enfants font pas ce métier, et pour autant, ils ont baigné là-dedans aussi, hein, tout comme moi, puisque ils ont bien connu mon père. Ils ont furtivement connu mes grands-parents également, mais ça aurait pu être leur destin. Après, je pense qu'on est libre de son destin, hein, toujours. C'est pas parce que vous naissez dans une boutique orange qu'il faut être orange. Chacun est libre. Et en tous les cas, moi, on ne m'a jamais forcé. Et je remercie d'ailleurs mes parents de ce point de vue-là. On m'a jamais imposé quoi que ce soit. On m'a toujours demandé d'être... Je pense que mes parents ont souhaité que je sois heureux. Ouais. Bon, et parce que souvent les comédiens sont inquiets quand leur enfant décide d'être comédien, parce qu'il n'y a rien que vous détestez plus, vous le dites dans le livre, je crois que c'est Mathieu Souquier qui le dit, qu'on dise fils d'eux, parce que vous existez à part entière. Mais quand vous avez décidé d'être comédien, quelle est leur réaction? Mais ils ont une réaction tout à fait normale. Ils m'ont pas empêché, pas. Après, parfois, mon père a pu me donner des conseils, parfois des bons, parfois des moins bons. Mais ils m'ont jamais dit fais pas ci, fais ça. Non, encore heureux. Et puis j'aurais fait ce que je voulais. Mais il est vrai que cette expression fils d'eux ne me plaît guère. Je la trouve déplacée et un peu réductrice si vous voulez. Je trouve que voilà,
on est aussi des hommes, des femmes, et on peut avancer dans la vie, et peu importe qui on est, d'où on vient, quoi. Valérie Alexandre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de Derrière le miroir de Patrick Sébastien, où il s'était grimé en votre grand-père, Pierre Brasseur, et votre père, Claude Brasseur, rencontrait son père, et vous allez voir dans cet extrait, il parlait de vous et du métier de comédien. Écoutez. Ça va bien, j'essaie de faire honneur à la famille ainsi que ton petit-fils. Alexandre. J'en ai entendu parler, il paraît qu'il se porte très très bien et qu'il maintient le nom de la famille dans le cinéma. Oui, exactement. Alors comment s'est déroulée ta carrière depuis Écoute, elle se déroule tranquillement, tout doucement. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire, c'est-à-dire que j'ai appris. Tu m'as toujours appris une chose, tu m'as dit toujours un jour une chose très importante. Tu m'as dit pour être un acteur, il faut deux choses. Une qui s'apprend et l'autre qui ne s'apprend pas. Alors il m'a dit, écoute, le prof que j'ai vu m'a dit, vous avez ce qui ne s'apprend pas. Maintenant il faut travailler ce qui s'apprend. Alors t'as travaillé. Vous connaissiez cet extrait? Non. Non. Je vous cache pas que ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre la voix de mon père. Bah oui. Surtout depuis qu'il est parti. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça en plus. Donc, il est fier de vous dans cet extrait. Oui, c'est touchant, je dois dire. Ça me fait penser, c'est toujours très agréable. En fait, je trouve que c'est la force de la radio d'ailleurs. Mais je trouve que la voix. On aime l'image, bien sûr, parce qu'on est toute une génération d'images. Mais je trouve que la radio a cette faculté d'être porteuse de la voix. Et je trouve que la voix, c'est incroyable. Dernièrement, France Culture a diffusé Une nuit Brasseur. Et j'ai eu la chance de découvrir des pépites puisqu'ils remontent le temps. C'est des émissions qui partent depuis les années 50. Et j'entendais mon grand-père parler, ma grand-mère, mon père lui-même, plus jeune. C'était un voyage dans le temps qui m'a énormément touché. Mais je dois dire que cet extrait me touche également beaucoup. Je ne savais pas que Claude avait si gentiment parlé de moi. Vous l'appelez Claude ou papa? Un mélange des deux, je l'appelle souvent Claude. Vous l'appelez souvent Claude. Je vais vous dire, en fait, quand j'étais tout jeune, je travaillais sur un tournage, j'étais assistant, régie, mise en scène, enfin, mon rôle était de prévenir les acteurs, de porter des cafés, de les conduire. Et un bon matin, j'arrive au maquillage, et Claude avait sa maquilleuse, Mumu, que j'embrasse. Et je lui dis, dis-moi, Mumu, il est où papa, là, parce qu'on l'attend sur le plateau. Et là, Muriel me dit, mais écoute mon petit gars, ici on travaille, il n'y a pas papa là c'est Claude. Ah ouais. J'avais 18 piges, et depuis lors, c'est papa. Ah ouais. Enfin, c'est Claude, c'est Claude. Voilà, mais papa ressort. Joli lapsus. C'est un livre, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, parce que c'est pas une autobiographie d'Alexandre Brasseur. C'est pas, vous le dites à la fin, vous dites ce n'est pas auto-centré, ça n'a pas été pensé comme un exercice auto-centré. Et ce que vous évoquiez, l'idée de passeur, de raconter cette famille, de raconter des souvenirs qui nous font voyager aussi dans le cinéma français, et puis qui racontent, qui parlent de vous, évidemment. Il y a cet épisode que vous avez déjà raconté sur d'autres plateaux, où vous apercevez Sophie Marceau sur la boum. Mais il y a d'autres choses quand vous racontez que vous passiez sur les grilles pour observer telle une petite souris. Tout ça sont des souvenirs très forts. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais vraiment un enfant, je suis un gamin des plateaux, quoi, hein, puisque moi c'est vrai que les mercredis et toutes mes vacances scolaires, je suis fils unique, donc mes parents habitaient à la campagne et mon père travaillait beaucoup, et moi je partais avec mon père tous mes mercredis et j'allais sur les plateaux, c'était mon terrain de jeu. Mais en même temps, faut pas déranger quand vous êtes sur un plateau, évidemment. Donc ma devise, qui est une devise que j'ai découverte, que j'ai verbalisée plutôt rétrospectivement, plus tardivement, c'était qu'il fallait voir sans être vu. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans le regard des acteurs quand ils travaillent, vous déstabilisez tout le monde. Pourquoi? Parce que vous les sortez de ce monde virtuel, enfin ce monde imaginaire, qui est celui des auteurs, et vous les ramenez dans une forme de réalité, parce que tout d'un coup, il y a le gamin qu'elle a, quoi. Donc l'idée, c'est de pas se faire voir. Donc soit j'étais caché derrière des projecteurs, soit effectivement, je me promenais le long des passerelles qui couraient au-dessus de chaque mur pour regarder, quoi. Mais j'imagine que le Claude Brasseur des centres de police n'est pas forcément le de la guerre des polices. De la guerre des polices, pardon. C'est pas le même Claude Brasseur, Monsieur Pic dans Camping. Non, ça me fait plaisir de vous parler de ce film, La guerre des polices, parce qu'on tournait dans une usine à papier à Nanterre, et j'étais
tellement sale, si vous saviez comme j'étais sale, parce que je traînais dans ce décor. Excusez-moi, ça m'échappait, mais Ah non, mais c'est un j'ai de mes des films joyeux préférés, souvenirs. c'est un film J'adore ce incroyable. tournage. Et j'ai des très jolies photos avec moi, de Claude et moi, le jour où le personnage se fait tuer. D'ailleurs, il y a des tireurs d'élite qui le tirent, comme ça prenne un wagon, me semble-t-il. Il s'affaisse. Et moi, j'ai plein de photos de cette journée-là où je suis levé contre mon père, toujours vivant. Mais c'est tout le paradoxe entre tu meurs à l'écran, mais t'es bien vivant dans la vie, quoi. Mais il était content de faire Monsieur Pig dans Camping, ça lui a amené un autre public, j'imagine. Je pense que il n'y s'y attendait pas. Je pense pas que le rôle lui était destiné initialement. Après, moi, je vais être très honnête avec vous. Je trouve très bien dans Camping, mais en fait, me permettre de dire ce que je pense après tout. C'est ma question. Je trouve que on a bien trop souvent, notamment sur la fin, engagé Claude pour son côté bougon. Ouais. Et moi, c'est pas le côté que je préfère. Je trouve que mon père est beaucoup plus solaire, beaucoup plus rieur. D'ailleurs, il a des pas de doigts autour des yeux. C'était quelqu'un qui était très, très rieur, très, très joyeux. Il avait ses failles et ses moments de faiblesse et probablement même de peine. Que je ne vais pas lui enlever, mais si vous voulez, le côté bougon qui a été utilisé au cinéma ces dernières années, c'est pas la facette de mon père que je préfère. Et je trouve que, quitte à exploiter quelque chose chez lui, je trouve dommage que des réalisateurs ne l'aient pas emmené vers quelque chose de plus solaire, de plus joyeux, et pas forcément cette espèce de vieux bougon rabougri, quoi. Ouais. Il aimait jouer, même jusqu'à la toute fin de sa vie. C'était impensable pour lui d'arrêter. Ah oui, ça je dois dire qu'il pouvait pas s'arrêter. Mais la colère du tigre, la pièce qu'il a jouée à Théâtre Montparnasse, reste pour moi une de ses plus belles pièces, notamment sur la fin de sa vie. On parle de Claude Brasseur, mais le livre s'appelle Additionne. Je ne parle pas que de mon père, je parle énormément de mon grand-père. Vous parlez de votre autre grand-père qui a compté beaucoup pour vous, même si vous ne l'avez pas connu très longtemps. Le père de Claude ? Oui. Non, le père de votre mère. Non, c'est le père de Claude que j'ai absolument pas connu, avec lequel, donc Pierre Brasseur, avec qui j'ai développé une relation, on va dire, fantasmée, imaginaire, une relation totalement unilatérale, puisqu'évidemment il était mort, donc vous pouvez pas me répondre. Mais avec lequel j'ai gardé un lien imaginaire assez ténu, encore valable aujourd'hui, puisque je vais régulièrement sur la tombe de mon grand-père, qui est maintenant celle de mon père et mon grand-père, pour me recueillir, on va dire. Et leur parler. Leur parler, et même carrément, même parfois leur faire des italiennes. Des italiennes. Oui, ça m'arrive. Je suis désolé, je suis un peu mystique. Vous jouez devant eux. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu l'idée d'écrire un spectacle sur un combat pour la liberté qui s'appelle Les Funambules, que j'ai joué à Paris sous le pseudonyme sous le nom de Brasseur et des Enfants du Paradis. C'est pas du tout une pièce sur les enfants du paradis, c'est une pièce sur la création des enfants du paradis, mais surtout sur comment rester libre lorsqu'on est occupé. Puisque c'est un peu le propos, ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'en fait c'est le propos sous-jacent à la poésie de Prévert et de Carnet dans Les Enfants du Paradis. C'est qu'en fait, c'est une dénonciation et des contraintes, et comment est-ce qu'on fait quand on est un artiste et qu'on est sous égide, enfin malheureusement sous la censure d'une occupation, et comment est-ce qu'on fait pour maintenir sa liberté d'expression. C'est un texte qui parle de ça. Et bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je suis pas là pour parler de ce spectacle, mais que je joue seul, c'est un seul en scène, que je porte tout seul, et dont je suis très fier, que j'ai coécrit avec Daniel Collat, qui l'a mis en scène. Et je joue une multitude de personnages. J'en joue une bonne dizaine, dont Pierre Brasseur, puisqu'il a fait partie intégrante de la distribution des Enfants du Paradis. Donc, si vous voulez, il fallait que je me sente légitime de tout ça. Et le jour de la dernière représentation à Paris de ce spectacle, je me suis dit, je vais aller lui faire son italienne. Et je suis allé au Père-Lachaise, je me suis collé devant la tombe de Pierre, et je lui ai fait le spectacle pour lui tout seul. Formidable. C'était une manière à moi de lui rendre un hommage. Voilà, plutôt que de faire mon italienne tout seul. Vous parlez aussi de votre grand-père, votre autre grand-père qui s'appelait aussi Pierre. C'est à lui aussi auquel je faisais allusion, parce que ce sont des périodes de vie aussi, vous racontez. Puis vous parlez de votre éducation aussi, parce qu'à la fois vous évoquez cette jeunesse heureuse, vous avez été en pension quand même, vous avez été dur, un ado assez dur, viré, et vous toujours souriant. Hein. Oui, toujours en faisant des conneries, mais vous avez été mis en pension très jeune.
Oui, j'ai été mis en pension très jeune, mais que voulez-vous, j'avais la chance d'avoir un père qui travaillait énormément. Oui, mais c'est une blessure quelque part aussi, non? Non, mais disons que les moments de solitude, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais c'est là où justement j'ai développé une relation imaginaire avec ce grand-père Pierre, justement, où justement je m'imaginais des choses et ça me permettait de tenir le coup. Oui, c'est sûr que la pension à 10 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus gai. Mais bon, en même temps, j'étais content de voir mon père bosser, ça me faisait plaisir, j'étais fier, quoi. Oui, fier, c'est ce que vous en gardez, parce que la pension à 10 ans, c'est... Non, j'étais pas fier d'être en pension, j'étais fier de voir mes parents travailler, mais il n'était pas souvent là. Vous savez, à l'époque, on travaillait beaucoup, Claude Bourlinguet beaucoup, on tournait beaucoup en Italie, ça allait tourner en Allemagne aussi, donc il n'était pas souvent là, alors que voulez-vous... Votre premier rôle, c'était quoi? J'ai toujours cherché, en fait, si vous voulez, je veux pas qu'on retienne, parce que parfois, après, les autres médias s'emparent de phrases, et puis vous les tordent, et vous dites, mon Dieu, il raconte ses blessures, ils disent que des bêtises, c'est absolument stupide. Quand les médias rebondissent sur ce qu'on veut bien dire. On avait fait une formidable interview de Gérard Jugnot où il parlait de son fils et ils ont retenu qu'un truc sur le Covid et le vaccin, ce qui était absurde. On a fait une demi-heure d'interview avec et tous les journaux, People, machin, ont titré Gérard Jugnot sur le vaccin, on m'emmerde avec le vaccin. Enfin, c'était grotesque. Il y a des choses formidables. Grotesque. Donc là, je vois, j'ai fait cet avou il y a quelques jours. Ils sont tous mis à reprendre des choses, et mis au là. Enfin, vraiment. Oui, c'est anecdotique et c'est dommage parce que. Donc, je veux pas qu'on retienne que faut dire tout va bien. C'est bon, mon livre est très lumineux. C'est un livre qui sort au mois de mai. On a envie de lumière. D'ailleurs, je me suis beaucoup. C'est très beau ces illustrations qui ponctuent chaque chapitre. J'ai demandé à cette jeune artiste qui s'appelle Le Cri de la Tortue. C'est aussi un clin d'œil à mon attirance pour l'art pictural. Je ne souhaitais pas que les chapitres soient titrés par un titre, parce que je trouve que c'est assez réducteur. Je trouve que ça enferme le lecteur dans le titre, alors qu'en fait, je préfère que les gens soient plus ouverts, plus actifs aussi par rapport à tout ça. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on fasse des dessins. Je me suis un peu bagarré pour qu'ils restent en couleur. Quel comédien ou comédienne venait à la maison, que vous avez pu connaître en intimité, qui vous a impressionné, que vous avez aimé, qui fait partie de votre enfance? Momone. Il est vrai que, si je puis me permettre, je parlerai plutôt d'un comédien. J'aimais beaucoup quand Jean Carmet venait à la maison. Il y avait quelque chose de particulièrement chaleureux quand Jean venait, ça buvait des coups, ça me plaisait bien. Ensuite, on est parti en Italie à Cinecittà, car Claude et Jean tournaient une pub pour le saucisson. C'est quand même dingue. Ils sont partis tous les deux avec moi. Il y avait leur femme, bien sûr, ma mère, et la femme de Jean, et on s'est retrouvés, puis moi, donc on s'est retrouvés tous les 5, et je crois que c'était Daniel Cauchy qui réalisait, leur pote. Donc on s'est retrouvés à 5-6, une jolie bande, partir à Rome, je crois que c'était en 87, ils sont allés se faire cette pub pour le saucisson dans les studios de Cinecittà, qui sont quand même des studios magiques du cinéma. Absolument, tout ça pour tourner pour le saucisson. Mais il y avait aussi la bande habituelle, vous le dites, au Moulin de la Guéville, chez Yves Robert et Daniel Delorme. Ça, on aurait bien aimé y être. C'est vrai, on l'appelait l'ancien. Yves Robert. Formidable. C'était très affectueux. On l'appelait l'ancien et Daniel, on l'appelait Lélé. Je dois dire que cette époque a été assez bénie parce qu'il y avait ça ressemblait beaucoup au film. En fait, ça transpirait énormément. Et je pense d'ailleurs que à l'époque, ils arrivaient à écrire des films. Bon, ils avaient énormément de talent, toutes et tous, mais ils arrivaient à écrire des films de manière beaucoup plus simple. Et je pense que les choses se sont faites un peu plus facilement que ça pourrait se faire aujourd'hui. Mais c'est un film culte qui a été aujourd'hui maintes fois que les gens auraient souhaité reprendre. Et souvent, on vous dit, j'aimerais faire un film de potes, genre Nous irons tous au paradis. Mais les gens courent un peu après ça encore aujourd'hui. Mais ce qui transpire de ce film, ça faisait aussi partie d'une forme de réalité. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté familial, on se fait un ragoût de mouton à la maison et les gens viennent. Enfin, comme dans les films de Sautet, quoi. Il y avait quelque chose comme ça, un truc d'amitié.
Et il y avait des fêtes, mais des fêtes bon enfant. Moi, je me souviens de Chouraki se faisant balancer. Chouraki était premier assistant d'Yves Robert, me semble-t-il. Se faisant balancer dans la piscine du moulin de la Guéville. Tout ça en faisant avec un cochon en train de rôtir parce qu'il faisait un méchoui. C'était des fêtes qui étaient joyeuses, quoi. Mais vraiment, et simples. Vous voyez, il n'y avait pas de tralala. C'était des trucs de potes, quoi. Puisque vous parlez de Nous irons tous au paradis, c'était courageux à l'époque de jouer, que vos pères jouent un rôle d'homosexuel ou pas? Ça a marqué je ou pense pas? que c'est un personnage qui a marqué les esprits. Je pense que dans les années 70, que de jouer un homosexuel, c'était pas, c'était pas quelque chose. Moi, je dois vous dire que j'ai compris des années après. Ah bon? J'étais enfant la première fois que je l'ai vu. Quand il lui jette la gourmette au visage, salope ou une connasse, je sais plus ce qu'il lui dit. J'ai pas compris cette scène et je me souviens que mes parents me l'ont pas expliqué parce que j'étais. Mais il y a pourtant une scène très jolie où le personnage de Brasseur est seul face au miroir dans sa chambre et il pleure. Il est de dos face à la caméra, enfin de dos à la caméra, pardonnez-moi. Et puis je crois que c'est Rochefort qui débarque et là il se reprend, il se retourne et les larmes ne sont plus là. Mais je trouve que c'est assez subtil et joliment écrit de leur part. Joliment écrit. Je vous ai posé la question de votre... Excusez-moi, mais la confrontation avec le personnage de Lanou, avec qui est un coureur de gonzesse, qui cavale et qui en même temps se fait plaquer, Bedos qui lui est oppressé par sa maman, enfin quand même le rôle des femmes, et puis Rochefort qui court après cette femme en rouge, quoi. Ce film est incroyable. Je vous ai posé la question tout à l'heure de votre premier rôle. Vous évoquez Georges Dandin pour Canal+ dans le livre face à Jacques Villeray. C'était vraiment ça le premier rôle important pour vous? En tout cas, c'est la première fois qu'on me confie. Oui, puisque c'était avant Après, il y a eu les Maigret, bien sûr, mais ce rôle de Lubin était important. C'est Jean-Claude Brialy qui me l'a offert. C'était pour Canal+. Il y avait une distribution, vraiment une belle distribution. Jacques Villeray, Mathilde Seigné en tête. C'était quand même une magnifique expérience. Et puis moi, de me retrouver face à Jacques Villeray, qui est un acteur prodigieux, doté d'une poésie extraordinaire. Il avait une gestuelle de jeu quand il jouait la comédie qui était fascinante, quoi. Il faisait des dauphins, vous voyez, enfin, un personnage incroyable. Mais des acteurs poétiques comme ça, il y en a plus, quoi. Donc, et vos enfants ont décidé de ne pas suivre ce chemin-là, de ne pas continuer la lignée des Brasseurs comédiens? Écoutez, apparemment non. Mon fils est dans la restauration et ma fille, elle fait des études supérieures au Canada. Bon, donc peut-être un jour, mais... Oui, mais peut-être que je serai le dernier, c'est pas très grave, vous savez. Oui, Additionne, on n'a pas expliqué le titre, c'est une phrase, c'est un conseil donné un jour par George Wilson qui vous est donné à vous. C'est vrai, George Wilson a été mon patron pendant 2 ans, donc j'imagine que certains auditeurs ne savent pas qui est George Wilson. C'est un très très grand homme de théâtre, immense comédien, immense directeur de troupe, et il a été mon patron, comme on dit dans le métier, pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'un beau jour, il m'a dit additionne Coco. Et donc c'était très spécifique au travail de l'acteur, puisqu'en fait vous jouez votre scène, vous jouez la pièce, et puis le soir vous avez ce qu'on appelle une lecture des notes. Donc vous prenez note, et puis en fait, il faut que les notes additionnent et qu'elles aient le temps d'infuser. C'est toujours bien de dormir dessus. Et comme ça, le lendemain, vous venez et vous avez additionné vos notes. Bon. Et donc, j'avais écrit ce terme, en gros, sur le scénario de c'était la Cerisay qu'on jouait à l'époque. Et puis ensuite, ce terme, ce verbe actif, parce que j'aime bien les verbes actifs, qu'on utilise d'ailleurs souvent dans le métier pour quand on dit tiens, je vais jouer telle scène, on va utiliser un verbe actif parce que ça aide pour la dramaturgie. Je me suis dit, en fait, je peux l'adapter aussi à un précepte de vie. Et en fait, moi, je ne suis que l'addition aussi de tout ce que j'ai pu additionner de par les gens qui m'ont précédé et puis moi-même. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça avait du sens que d'appeler ce livre Additionne. Vos projets ? Je suis toujours en tournage sur Demain nous appartient. Je pars dans un mois. Vous êtes fier de Demain nous appartient ? Oui, je suis fier. Honnêtement, je suis fier de cette série. Elle marche. On a un public fidèle. On se donne beaucoup de mal pour faire en sorte que la série soit toujours là. C'est pas toujours simple. Il faut se bagarrer, mais je trouve qu'on a une production, et on a un diffuseur. Je dois dire, je tire mon chapeau à TF1 qui sont vraiment derrière nous. Ils nous aident vraiment depuis le départ, et nous
on se bagarre, je dois dire, comme des lions. Ouais. Pour ceux qui sont à la face, à la production, à la communication, les acteurs se bagarrent beaucoup, les réalisateurs, on est tous très investis dans cette série dont on est fiers et qui, je veux quand même le dire, elle nous a sauvés du Covid, quoi. Enfin, nous, c'est une série qui fait tourner plus de 200 personnes au quotidien, qui rayonne énormément dans une région. On fait beaucoup de choses aussi pour le bassin de l'Hérault, de la région et de la ville et de l'activité autour, que ce soit les huîtres bien sûr, mais les restaurants, les hôtels, le commerce, voilà, le tourisme, voilà. Et donc, je suis fier de travailler sur cette série que je trouve en plus une série de qualité. Mais je pars néanmoins faire un saut à Pont-Aven puisque je vais tourner un Meurtra pour France 3 au mois de juin. Je ne sais pas quand ce sera diffusé. Et puis j'espère bien faire mon retour sur scène. C'est prévu, je touche du bois pour fin 2023 sur une scène nationale. Pour une pièce, vous savez déjà, vous ne pouvez pas. Je sais exactement où je vais, avec qui je vais la jouer pour l'instant, mais comme c'est pas signé, je m'aventurerai pas plus loin. Le Bureau des légendes, c'est. Je sais pas. Je ne sais pas ce que les choses donneront. En tout cas, je vous conseille vraiment la lecture de ces très belles photos de François Darmigny. Évidemment, qui n'est pas sans rappeler certaines personnes de votre famille. Additionne Alexandre Brasseur, c'est donc coécrit avec Mathieu Souquier. C'est un livre, vous l'avez dit, lumineux. Je trouve que c'est exactement ça, parce que c'est pas une biographie où on se regarde le nombril. C'est très ouvert sur le monde, sur ce qu'a été le cinéma, sur cette famille incroyable qu'est la vôtre, et puis sur cette chance que vous avez eue d'être dans cette famille et de devenir le comédien que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Brasseur d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'est paru chez Plomb.